Bill Forward. Qu'est-ce que c'est que Bill Forward? En fait, vous offrir un cadeau, c'est ce qui a motivé à l'organisation de cet événement. C'est pas si fréquent dans vos activités de vous offrir, que vous vous offriez là, comme ça, 4-5 heures d'inspiration, de respiration. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu essayer de construire avec les différents intervenants que vous allez voir, autour de ce thème qui est le thème de la métamorphose. Je ne vais pas parler plus longtemps et je vais laisser la parole maintenant à nos intervenants. La première qui va intervenir et qui va nous guider tout au long de ce voyage au sein de la métamorphose est docteur en philosophie. Je vais lui laisser les mots, je vais lui laisser la parole immédiatement. Je vous demande d'accueillir Laura Lange, qui va nous accompagner tout au long de cette matinée. Merci beaucoup. Bonjour. Ah, c'est bien, le micro marche très bien. C'est bon? Bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et ce matin pour vous parler de la métamorphose. Et je dois avouer que c'est un thème qu'il ne m'avait encore jamais été donné d'aborder. De quoi vous rassurer, d'emblée. Jamais, puisque c'est vrai que dans le secteur professionnel, on parle plutôt, couramment, de mutation, de transformation, d'évolution, mais pas vraiment de métamorphose. Et la transformation est une métamorphose. C'est une partie de la définition de la métamorphose. Mais la métamorphose, c'est plus que ça. C'est une transformation, disons, phénoménale, prodigieuse. C'est plus qu'une évolution. C'est un changement qui ne paraît pas naturel, qui paraît quasiment surnaturel. Songez, puisque c'est important d'imager, et après tout, je suis censée vous inviter humblement ce matin à vous faire rêver, pourvu que je ne vous plonge pas dans le sommeil, quand même, ce serait mieux. Songez à la métamorphose de Kafka, célèbre ouvrage, dont son célèbre personnage, Grégor Samsa, se réveille un matin vert de mine, métamorphosé en monstrueuse vermine, en insecte. Songez, et puisque je vous parle de ver, à sa métamorphose en chrysalide, puis, mine de rien, en papillon, vert, si vous voulez. Eh bien, dans ces deux cas, on n'est pas dans une évolution. C'est plus qu'une évolution. C'est une métamorphose. Pourquoi? Eh bien, parce que l'intervalle entre ce qui était et ce qui est n'est pas saisi. Comme si le temps avait disparu, comme si le temps avait été vaincu par l'apparition d'une nouvelle forme, monstrueuse pour Kafka, merveilleuse dans le second cas. Donc, parler de métamorphose, c'est évoquer une transformation phénoménale qui suspend le temps, tant c'est impressionnant. Tantôt monstrueusement, et qui fait que le matin, on peut se réveiller vert de mine quand on allume la télé et qu'on voit qu'il y a eu, par exemple, un séisme, une éruption volcanique, un tsunami, autant de catastrophes naturelles qui ont l'ambivalence de nous apparaître surnaturelles. Pourquoi? Parce qu'elles ont la mesure, de par leur démesure, de métamorphoser brutalement et parfois durablement le paysage de nos vies. Tantôt monstrueusement, tantôt heureusement aussi, merveilleusement. Égayant, sans commune mesure, nos mines. Je vais prendre des exemples. Songez par exemple à la métamorphose opérée par la technique, de l'écriture à l'imprimerie, au numérique. Songez à la métamorphose opérée par la médecine. La médecine, vous pouvez penser aux antibiotiques, la découverte des antibiotiques, à la greffe du visage,
au visage heureux, conquérant, souriant de Thibaut. Je ne sais pas si vous voyez à qui je fais allusion. Thibaut, premier passant tétraplégique qui actuellement à Grenoble teste un exosquelette qu'il contrôle par la pensée. Métamorphose du visage, encore plus de la médecine à venir et de la vie des patients qui sont concernés. Songez, pour en revenir un petit peu au numérique, au passage qu'il y a eu de l'Internet au Big Data. Le Big Data qui est quand même plus qu'une innovation technologique. C'est la métamorphose d'un monde virtuel, transhumaniste, où vous et moi, nous sommes capables d'être là et en même temps connectés et présents sur la toile, derrière nos écrans. Songez à d'autres métamorphoses, la domotique. En un clic, c'est magique. Songez à l'ubérisation. Songez à l'utérus artificiel. Je viens de soutenir ma thèse sur la maternité, vous voyez, à l'intelligence artificielle. Songez à toutes ces métamorphoses qui viennent métamorphoser, et c'est pas fini, ça n'est que le début. Non seulement nos réalités, notre rapport à l'attention, etc., mais aussi notre société. Car la société sait métamorphoser aux côtés de l'avancée de ces techniques et en encourageant ces technologies. Songez au passage de la modernité à la post-modernité, à l'hypermodernité, à partir des années 80-90. Hypermodernité qui serait un peu le courant de nos sociétés occidentales, dont le prisme, c'est celui de l'hyperconsommation. Dans cet environnement, l'homme se métamorphose en homo consommator. Tout se consomme. Les biens, le temps, les loisirs, les autres, les corps, etc. Voici l'environnement dans lequel nous sommes, un environnement qui est plein de métamorphoses. Et donc, c'est la surenchère du plus, du more and more, on pourrait dire. Il y a une production, surconsommation d'informations dans tous les sens. Il faut produire, se reproduire, produire surtout. Et dans tous les champs, le spectacle, l'urbanisme, le sport, en faire toujours plus. Songez récemment à la métamorphose du marathon en sprint par la performance d'Eliud. Alors, je le remets parce que Kipchoge, ils ne m'aident pas non plus. Hein. Quelle performance! Tout est couru derrière, voilà, ce prisme du more and more. À l'instar, finalement, d'un monde qui n'a de cesse de courir. De courir contre la montre, de courir contre le temps, de courir contre le temps. Son temps, la nature, l'environnement, car à courir le more and more, le risque, et les mots sont beaux, c'est que meurt et meurt. Beaucoup de choses. À outrepasser les limites de l'utile, on a créé beaucoup de futiles et on court aujourd'hui la tuile, littéralement. Car à temps papillonné, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui nous rencontrons l'effet papillon. L'effet papillon, pollution, vous pouvez penser au plastique, au réchauffement climatique, à la déforestation, voilà, l'état des océans, etc. Bref, un climat, on peut le dire, tendu, et pas que pour les papillons, pour tout le monde. Tendu, oui, et à ce titre, monsieur, vous coécrivez Jean Jouzel, et non Nouvelle, un ouvrage. Je trouve que l'amalgame entre ouvrage, nouvelle et Jouzel est plutôt joli à faire. Finance, climat, réveillez-vous. Ça n'est pas rien. Et le réveil, on va se le dire, le réveil lucide est toujours un peu acide, voire amer. Il n'est pas simple de se réveiller aujourd'hui vers de mine, parfois même en se disant quelle vermine nous avons pu être, laissant un monde advenir comme il est aujourd'hui. Eh bien, on est dans cet environnement, vers même de colère, dans un contexte qui a été transformé et métamorphosé en grande partie par les biais verts. Vous pouvez m'accompagner, hein, si vous voyez. Ils sont pas très durs en plus. Qui plus est dans un environnement excessif qui a couru l'hyper-individualisme, l'hyper-libéralisme, le consumérisme, etc. Bref, un environnement qui nous conduit désormais à donner le feu vert pour nous mettre au vert. On va essayer des airs d'une nouvelle ère pour un nouvel air. Tout est lié, hein, les mots sont beaux. Et O-M-O-T-S-M-A-U-X, mieux travailler sur les mots, on remédie pas mal de choses. Bref, il est donc venu le temps d'agir et de métamorphoser nos façons de vivre, nos vies, nos villes, ce que vous avez fait, Jean-François Caron, on pourra en parler tout à l'heure avec grand plaisir, ce que vous avez également entrepris, Tan
game. Alors, je ne sais pas si c'est endgame, vous me le direz tout à l'heure. Je ne voulais pas l'écorcher, on en reparlera. J'y reviendrai notamment aux côtés de Cédric Villani, avec votre manifeste Le Crapaud Fou, où j'ai parlé de vermines et d'insectes, comme quoi on est quand même sur ce domaine. Le but, alerter et déclencher tout un chacun en donnant d'abord envie, ce qui est quand même moteur, donner envie d'agir pour l'urgence planétaire et au nom de cette urgence-là. Donc, je reviendrai sur cela en changeant évidemment, et c'est la base, de comportement, sans quoi rien ne peut se passer. Et si, du coup, on cessait de courir la performance pour faire la cour à l'excellence? À l'excellence, et pourquoi pas, hein, c'est-à-dire essayer d'être plus studieux dans nos façons, dans nos rapports au monde, réfléchir, éclairer, lucide, ce qui deviendrait d'ailleurs plus innovant que de courir la performance, de courir l'excellence. Courir l'excellence, ça va prendre la forme d'une sagesse pratique. Sagesse que dirige une vertu morale que met en avant notre cher, et c'est pas au sens économique, hein, notre cher Aristote, à savoir la prudence. Autrement dit, rien ne sert de courir, il faut entreprendre à point. Au moment opportun, les innovations sociales et environnementales de demain. Alors, entreprendre à point, ça veut dire qu'il faut s'en remettre à certains points. Et certes, je fais de la philosophie, mais je sais aussi être pragmatique, puisque je suis docteur en philosophie pratique. Tiens, à le rajouter. Alors, commençons par un point, premier point. Il ne faut pas se dispenser de penser. Ça, c'est dit. Penser, P-E-N-S-E-R, pour penser, P-A-N-S-E-R, plutôt que dépenser. Bref, on pourrait s'en aller. Il faut donc penser, songer pour ce faire à Pascal, le grand frère spirituel, bien sûr. Le grand frère spirituel, vous savez, qui justement met le doigt sur ce que nous avons, nous, les hommes, cette capacité de penser. Cette capacité de penser qui nous permet, à nous seuls, de nous transformer, de transformer nos points faibles. Et ça, c'est une force que nous avons à nous de l'utiliser. Autre point, j'ajouterais, alors le roseau pensant, c'est important, mais le réseau pensant, ça l'est aussi. Alors il faut aussi se réunir et bosser ensemble, collaborer, collectivement, travailler ensemble. Ce qui ne peut, je crois, se faire sans un point ultime, le point de repère. Sans un point de repère qui nous fédère, tous ensemble. Sans un point qui transcende nos individualités et nous rassemble. Sans un point d'autorité. Au sens noble du terme, hein, l'autorité vient de augurer, augmenter, et de aucteur, hauteur. C'est ce qui nous rend hauteur et nous augmente l'autorité. Un principe d'autorité qui fait autorité pour nous, nécessairement, et qui fonde les fondations de nos relations. Sans principe, responsabilité, qui implique et réveille nos intelligences collectives dans la perspective d'un horizon commun. Il faut cultiver notre jardin. Tel est pour moi l'ultime point de repère, et évidemment, il n'est pas de moi, il est de Voltaire. Mais il fait vraiment partie de cette ère, et en tout cas, il a de quoi nous réveiller aujourd'hui, je trouve. Soyons donc à ce titre candide, de bonne foi, les pieds sur terre, pour co-construire un écosystème plus durable et plus vivable demain. Là est beaucoup plus que le changement. Là est la métamorphose, la réelle métamorphose, l'altération fondamentale en conscience de l'altérité. La métamorphose que nous devons oser entreprendre. La métamorphose qui, elle, ne rêve pas, quand même, mais ose. Après tout, il y a le mot. Mais ose suspendre le temps du temps, T-A-N-T, hein, à courir la performance, pour innover enfin autrement. En bref, je souhaitais vous inviter ce matin rapidement pour introduire cette matinée à tenter d'être moins amorphe. Tentons d'être moins amorphe. Osons la métamorphe. Ose, parce qu'il est encore temps. Merci. Alors, je vais à présent inviter à nous rejoindre Jean Jouzel. Jean Jouzel, vous êtes climatologue.
Vous êtes climatologue, glaciologue, spécialiste du réchauffement climatique et de l'évolution de notre planète en général, membre de l'Académie des sciences. Vous avez eu de nombreux prix Nobel de la paix, notamment, rien que ça, en mettant le doigt sur ce qui nous coûte, justement, donc, et ce qui risque de nous coûter. Donc, je vous invite aujourd'hui à vous écouter. Merci. Merci, Laura. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci de cette invitation à partager dans cette matinée avec vous. Donc, oui, l'idée, c'est quand même de... Alors, Jean-François le sait, s'il y a bien un domaine où on aura besoin de métamorphose et pas de transition, c'est celui du réchauffement climatique quand même. La nécessaire transition qui devrait effectivement se transformer en métamorphose, parce que c'est vraiment quelque chose de... vraiment un pas en avant qu'il nous faudrait accomplir collectivement, très important. Donc quelques rappels... Quelques rappels quand même, bon, pour placer le problème, on va parler pas mal ce matin de réchauffement climatique, de ce qu'il faut faire, d'exemples concrets. Donc voilà, ce réchauffement climatique, c'est une réalité. Les 5 dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Ce n'est pas une surprise en fait. Ce n'est pas une surprise tout simplement parce que, disons depuis aussi à peu près disons le 19e siècle, nous avons modifié de façon collective, par nos activités, la composition de l'atmosphère. Donc, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous l'avons modifié en toute une série de composés qu'on appelle gaz à effet de serre. Donc, la propriété est relativement simple. Ce sont des composés qui piègent une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Ça veut dire, en fait, l'effet de serre est quelque chose de bénéfique. Sans effet de serre, nous ne serions pas là, la température serait de moins 15 degrés. Donc, ce qui nous inquiète, c'est son augmentation. En fait, le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous n'en modifions pas directement les quantités dans l'atmosphère. Ce qui nous inquiète, donc, c'est ces augmentations de dioxyde de carbone, de méthane, de protoxyde d'azote, toute une autre série de composés, mais essentiellement ces 3 composés. Donc, vous voyez, les émissions sont très bien documentées par secteur, par région, et dont le résultat net est très clair. En modifiant la composition de l'atmosphère, vous voyez, nous avons augmenté finalement le chauffage de à peu près 1%. Et quand on augmente le chauffage, eh bien, la réaction naturelle de notre atmosphère, c'est effectivement d'avoir que la température augmente. En fait, de cette chaleur supplémentaire, il n'y a que 1% utilisé par l'atmosphère. L'essentiel va dans l'océan, donc c'est là qu'il faut aller voir. Et le constat est très clair. Donc le niveau de la mer s'élève chaque année de 3 mm. 1 mm lié à la dilatation des eaux océaniques. L'océan se réchauffe, il se dilate, et l'essentiel du reste, c'est la fonte des glaces. Des glaciers continentaux, mais aussi depuis une vingtaine d'années, les années 90, le Groenland et l'Antarctique. Donc en fait, dans l'élévation du niveau de la mer, là où l'essentiel de la chaleur, est absorbé, eh bien, nous avons vraiment un double témoignage du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Donc, un point important, c'est que ce réchauffement, de l'ordre de 0,8 degrés depuis les années 50, peut être expliqué complètement par les activités humaines. Nous sommes vraiment dans un monde dont nous avons modifié le climat. En fait, on explique les 0,8 degrés largement, facilement par les activités humaines. Les causes naturelles de changement climatique, la variation de l'activité solaire, l'activité volcanique, n'expliquant qu'un 1/10 de degré au maximum. Il faut bien donc cette idée, nous sommes vraiment dans un monde dont nous avons déjà modifié le climat, et il n'y a pas de surprise. Si nous l'avons modifié, ça veut dire que, eh bien, disons d'une certaine façon, alors, notre avenir climatique est entre nos mains. Alors pas complètement parce que, je dirais, si on regarde les 2 prochaines décennies, les 2 ou 3 prochaines décennies, le réchauffement climatique, il est joué. Simplement, il est inéluctable.
on aura au moins un demi-degré, voire 1 degré supplémentaire d'ici 2050, tout simplement parce que ce sont déjà les gaz à effet de serre qui se sont accumulés dans l'atmosphère qui vont continuer à jouer un rôle climatique. Donc ça dépend relativement peu de ce qu'on va émettre au cours des 20-30 prochaines années. Mais ce qu'on va émettre au cours des 20-30 prochaines années est décisif pour les jeunes d'aujourd'hui, pour le climat auquel ils auront à faire face dans la seconde partie de ce siècle. C'est ça le problème. Voilà où nous en serions à la fin de ce siècle si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. 4 à 5 degrés en moyenne, voilà, avec plus sur les continents, 2 fois plus sur les régions polaires. 4 à 5 degrés, c'est l'équivalent de ce qu'a connu notre planète depuis le dernier maximum glaciaire en termes de réchauffement. Simplement, ce que nous ferions à notre planète, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, on parle de scénario émetteur, eh bien ce serait 50 à 100 fois plus rapide. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc, évidemment, disons dans le cas de ce scénario émetteur, voilà, il y a en haut à gauche 5 degrés à la fin du siècle et pas stabilisé. Il y a évidemment des conséquences. Et quels que soient les conséquences, les impacts vers lesquels nous regardons, ici c'est 5 catégories, eh bien les conséquences sont élevées, très élevées, si on est autour de 5 degrés. Donc de quoi s'agit-il? Voilà, bon, des choses dont vous êtes peut-être familier, l'acidification de l'océan, ça n'a rien à voir avec l'effet de serre, mais c'est quand même important. Donc chaque année, on émet 42 milliards de tonnes de CO2, enfin l'an dernier à peu près maintenant, une dizaine de milliards vont dans l'océan, un peu, disons la même quantité ou un peu plus dans la biosphère. Tout ça, c'est bien, ces puits permettent que l'augmentation dans l'atmosphère est moins rapide que s'il n'existait pas, c'est très clair, mais c'est aux dépens de l'océan. L'océan s'acidifie, il est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du siècle dernier. Et dans le cas d'un scénario émetteur, eh bien, l'océan serait 2 fois plus acide à la fin de ce siècle qu'il n'était dans les années 1900. Alors, c'est pas grave pour simplement des activités telles qu'aller se baigner dans l'océan, c'est un acide très faible. Bon, disons, le tourisme, tout ça resterait possible, bien sûr, mais tout ce qui se forme de calcite, de calcaire, alors ça va, bien sûr, des récifs coralliens qui seront mis à mal dès au-delà de 2 degrés, mais aussi les coquilles d'animaux qu'on aime bien, voilà, de coquillages qu'on aime bien, et bien tout cela sera quand même bouleversé avec un doublement de l'acidité de l'océan. Voilà, donc des problèmes d'extrême climatique, des sécheresses, inondations, canicules. Ce qui est intéressant, cyclones, ce qui est intéressant actuellement, c'est que ce que nous avions envisagé comme réchauffement climatique il y a une trentaine d'années, donc j'ai commencé dans ce domaine il y a plutôt une 50aine d'années, mais le premier rapport du GIEC, en gros, eh bien, ce qui était envisagé comme climat, c'est celui que nous vivons aujourd'hui. Aussi bien en termes de rythme de réchauffement, de l'ordre de 1 à 2 dixièmes de degré par décennie, que de l'observation d'une certaine d'intensification de certains événements extrêmes, soit plus rapides, soit plus fréquents, soit plus intenses. Et effectivement, c'est aussi ce que nous avions envisagé dès au début des années 2000. Donc, et c'est ce qui va se poursuivre en termes d'événements extrêmes. Ils vont devenir voilà, plus fréquents, plus intenses, ça dépend du phénomène, je vais en dire quelques mots. Mais effectivement, le fait que nous soyons dans un climat tel que celui que nous avons envisagé doit nous inviter à prendre au sérieux les projections que mes collègues modélisateurs font, disons, à horizon 2050 et au-delà. Donc, beaucoup de conséquences sur les populations. Voilà, les réfugiés climatiques, on va parler de ressources en eau, sécurité alimentaire, de risques de conflits, bien sûr. Il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a beaucoup d'autres problèmes environnementaux. Malheureusement, un réchauffement climatique important exacerbe tous les autres problèmes environnementaux. Je donne un exemple. Déjà, le réchauffement climatique est la 3e cause de perte de biodiversité actuellement. Et bien, dans le cas d'un réchauffement non maîtrisé, je dirais, à la fin du siècle, la moitié des espèces, faune ou flore, auraient une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on comprend bien tout de suite que ces espèces auraient du mal, sinon pire, à s'adapter. C'est évident. Donc voilà, les écosystèmes qui seraient modifiés rapidement, les problèmes de pollution, tout ça s'est exacerbé aussi en cas de canicule, et bien sûr tous les problèmes de santé et d'environnement. Donc j'en dirai quelques mots. Et puis des phénomènes irréversibles, l'élévation du niveau de la mer,
dans ce cas toujours d'un scénario émetteur, 1 mètre de l'ordre de 1 mètre à la fin du siècle, mais bien sûr le risque, à échéance de quelques siècles, voire du millénaire, d'une fonte complète du Groenland. Ça, ce sont 7 mètres supplémentaires d'élévation du niveau de la mer. Ça n'arriverait pas tout de suite, plutôt, disons, dans 500 ans, voire dans 1000 ans. Le problème, c'est que c'est vraiment ce que nous allons émettre au cours des prochaines décennies qui en décidera. Donc, c'est très clairement important. En fait, on peut énumérer, ce que j'ai fait rapidement, les conséquences du réchauffement climatique. Quand on les regarde dans leur intégralité, la principale conséquence, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Donc, on en est conscient entre pays pauvres et entre pays riches, pays pauvres, ces derniers ayant déjà eu, pour beaucoup, du mal à se développer, justement parce que leur climat est déjà défavorable, c'est très clair, mais c'est vrai aussi dans les pays riches. Donc, dans nos pays, nous avons fait un rapport au Conseil économique et social sur ces aspects de justice climatique. Dans un pays comme le nôtre, ce sont quand même les couches les plus modestes de la population qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables, qui ont le plus de difficultés à se remettre d'un extrême climatique, d'un événement climatique, disons, voilà. Et il y a aussi un autre aspect qui ne vous a pas échappé, bien sûr, c'est qu'il peut y avoir aussi des inégalités dans les mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique ou s'y adapter. C'est le cas de l'augmentation de la taxe carbone. Je suis très attaché à la fiscalité environnementale. Le point n'est pas là, mais c'est clair que la taxe carbone, l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée, est injuste. Alors, ce sont vraiment les couches les plus aisées de la population qui émettent le plus. Donc, ce sont elles qui, en valeur absolue, auraient été le plus touchées par cette augmentation. En valeur relative, c'est loin d'être vrai. Bien sûr, en valeur relative par rapport aux revenus, ce sont les couches modestes, les plus modestes de la population qui auraient pris de plein fouet cette augmentation, c'est très clair. Donc, il y a une injustice et on voit bien donc, ces risques d'inégalité qui, pour moi, sont plus... donc, si j'ai mis en face la collapsologie, c'est que j'ai été très impressionné il y a, disons, 1 mois et demi à Thésée, 500 jeunes, donc une présentation du type que celle que je vous fais aujourd'hui sur le climat, assez générale, et la moitié des questions sur la théorie de l'effondrement. C'est clair que nos jeunes sont très concernés par cette théorie de l'effondrement. Voilà, donc je n'y suis pas, disons, je n'adhère pas à cette théorie de l'effondrement, mais je pense que c'est surtout pas pour minimiser les conséquences du réchauffement climatique. Pour moi, c'est plus justement un accroissement des inégalités. Les riches trouveront toujours l'endroit où il fait bon vivre. C'est bien ça qu'il faut voir. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Donc, bon, les précipitations, c'est évidemment important. Mais vous voyez, l'été, eh bien, dans plus de précipitations sur le nord de l'Europe, l'hiver, sans aucun intérêt, sauf accroître le risque d'inondation. Moins de précipitations l'été sur tout le pourtour méditerranéen. Donc, ressources en eau, agriculture, bien sûr, réfugiés climatiques. Il y aurait des régions sur le nord de l'Afrique qui ne pourraient plus subvenir où la sécurité alimentaire ne pourrait plus être assurée, et les feux de forêt, par exemple, dans ces régions. Là, c'est la carte des risques de feux de forêt à horizon 2050-2060. Donc, les zones en rouge, c'est là où le risque est maximum. Si je vous montre les cartes d'aujourd'hui, évidemment, l'Espagne, tout le pourtour méditerranéen est déjà à risque maximum. Mais là, vous voyez le centre, l'ouest de la France, deviendrait à risque par rapport aux feux de forêt, ce qui n'est pas le cas, évidemment, actuellement. Problème d'événements extrêmes. Actuellement, un Européen sur 20 chaque année fait face à un événement climatique extrême, une sécheresse, inondation ou canicule. Ce serait 2 Européens sur 3 à un monde à plus 3 degrés, dans un monde à plus 3 degrés. En termes de victimes, on en est à 3000 morts en moyenne chaque année. Alors, on oublie 2003. Là, c'est au niveau de l'Europe. 75 000 morts en 2003 au niveau de l'Europe, on oublie. Mais dans un monde à plus 3 degrés, même avec de la prévention, eh bien, ce serait multiplié par 30 ou 40. Ce serait quasiment systématiquement supérieur à 100 000 victimes chaque année en Europe. Et voilà, donc ce sont des chiffres qui nous amènent quand même à réfléchir. Donc en France, eh bien, l'année la plus chaude, c'est 2018, c'est l'année dernière. 2009 devrait être aussi relativement chaud, surtout sec dans certaines régions. On va aussi vers disons toujours scénario émetteur, vers ces réchauffements de plus de 5 degrés sur la partie est de la France. Disons que la façade atlantique un peu moins, elle bénéficie de sa proximité de l'océan.
mais des chiffres quand même aussi très impressionnants. On parle même jusqu'à 7 degrés, surtout si on regarde les températures d'été, eh bien les températures d'été, voilà, 2003, donc 2003 c'était 3 degrés plus chaud en moyenne qu'un été de référence du XXe siècle, et 2003 à partir de 2050 deviendrait la norme, et les étés caniculaires de la seconde partie du siècle pourraient être 6 à 8 degrés plus chauds qu'elles ne le sont actuellement. Et en fait, c'est encore pire pour le record de chaleur. Les records de chaleur augmentent 2 fois plus vite que la température moyenne, 3 fois plus vite la nuit. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vit actuellement. Quand, disons, il y a une trentaine d'années, je parlais du réchauffement climatique, les gens souriaient quand on mentionnait des températures de plus de 40 degrés en France. On l'a dépassé à Paris, à 41, 42 degrés, 46 dans le sud de la France, même si c'est ponctuel, on parle bien de records. C'est quand même des choses qui, disons, justement, qui ont d'ailleurs été largement dans la prise de conscience, disons, participer à la prise de conscience de cette réalité du réchauffement climatique. En France aussi, des problèmes de ressources en eau. Il y a un point qui échappe beaucoup aux gens. Les ressources en eau, ce ne sont pas que les précipitations, mais si le réchauffement est là, il y a aussi plus d'évaporation. Et donc, même dans des régions comme ma Bretagne natale, ou à un certain point dans le bassin parisien, Seine-Normandie, les précipitations ne se modifieront pas beaucoup, mais malgré cela, eh bien, disons que la disponibilité en eau sera moindre. En fait, on le regarde ici à partir des projections des débits des fleuves et des rivières. Je reprends simplement la conclusion du rapport Dantec, Ronan Dantec. Les débits estivaux dans 30-40 ans seront diminués de 30 à 60%. Et vous voyez plutôt 60% dans le sud-ouest de la France. Il faut bien avoir ça en tête, donc la nécessité d'adaptation. On n'est pas à la rue en France par rapport aux ressources en eau, mais il faut bien prendre ça en considération. C'est quelque chose de très sérieux. Donc tout ça pour vous dire que ne rien faire n'est pas ce qu'il faut faire. Donc il me reste 13 minutes pour dire ce qu'il faut faire. Donc après, voilà. Alors ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire d'abord, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, nos politiques l'ont compris. Donc le premier rapport du GIEC en 88, la Convention climat en 92, et dans cette Convention climat, l'idée qu'il faut stabiliser le réchauffement climatique, donc qu'il faut aller vers neutralité carbone. C'est-à-dire que, bien sûr, l'effet de serre n'augmente plus, arrête d'augmenter. C'est inscrit. Alors, dans cette version originale de la Convention climat, il n'y a pas d'objectif chiffré. Alors, on parle de stabiliser le climat, mais sans objectif chiffré. On a compris par la suite que, quand même, disons, si on allait au-delà de 2 degrés, alors voire 1,5 degré, on en parlera après, mais il y avait quand même des risques pour les populations et pour tout notre environnement. Et donc c'était le bon sens. Si on voulait, en gros, l'idée, c'est si on veut s'adapter au réchauffement climatique, au moins pour l'essentiel, il vaudrait mieux, on a toutes les raisons de limiter à 1,5 degré par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui, éventuellement 1 degré. Donc ça, les politiques l'ont bien compris, puisque dès à Copenhague, donc le premier accord c'est Kyoto, le deuxième c'est Copenhague, le troisième c'est Paris. Dès à Copenhague, et ça s'est concrétisé dans l'accord de Paris, eh bien, il y a des objectifs chiffrés, c'est de prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à long terme à 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport à aujourd'hui. Alors pourquoi c'est une métamorphose, les chiffres qui sont là sont clairs. Si on veut limiter à 2 degrés, on n'a plus qu'entre 15 et 20 ans d'utilisation des combustibles fossiles au rythme d'aujourd'hui, 10 à 15 ans pour 1,5 degré. 1,5 degré, c'est laisser 90% des combustibles fossiles facilement accessibles là où ils sont. Donc 2 degrés, c'est plutôt, voilà. Donc vous voyez que c'est un changement complet de mode de développement. C'est très clair, et ces chiffres, on les répète depuis 30 ans. Donc ils n'ont pas changé. Enfin, il y a 30 ans, et si on s'y était pris, ça aurait été beaucoup plus facile de lutter, de respecter ces objectifs. Donc, voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'un demi-degré, ça compte. Il y a ce rapport, pour ceux qui sont intéressés dans l'accord de Paris, on parle de 2 degrés, voire d'1,5 degré. Alors, on peut penser qu'un demi-degré, ça ne compte pas beaucoup. C'était d'ailleurs mon sentiment. Je me disais, bon, 1 demi-degré de plus ou moins, on y arrivera. En fait, il y a quand même des différences entre 2 degrés, plus 2 degrés, plus 1,5 degré.
Voilà, aussi bien au niveau des événements extrêmes, par exemple ces records de température qui augmentent 2 fois plus rapidement le jour, 3 fois plus rapidement de la nuit. La biodiversité, par exemple, au-delà de 3 degrés, au-delà de 2 degrés, pratiquement tous les récifs coralliens seront affectés dans les tropiques, tropicaux équatoriaux. On pourrait en sauver, à 1,5 degré, on pourrait en sauver 20 à 30%. La productivité agricole, la productivité aussi bien en termes d'agriculture que, disons, au niveau océanique, bien sûr. Les niveaux de la mer, alors, disons, entre 2 degrés, entre 1,5 degré et 2 degrés, il y a 10 cm d'écart à la fin du siècle, mais ce sont quand même 10 millions d'habitants supplémentaires qui devraient quitter l'endroit où ils vivent. Ce n'est pas du tout négligeable. Donc, on aurait toutes les raisons de maintenir le réchauffement climatique autour d'1,5 degré, mais où en sommes-nous? Enfin, nous sommes, voilà, donc, où en sommes-nous actuellement? Donc voilà, ça, ce sont les émissions, l'évolution des émissions depuis 1970, vous voyez. Alors là, on va parler non pas en termes de... alors, en gros, je vous ai dit qu'on émet 42 milliards de tonnes de CO2 chaque année, dont 37 milliards liés aux combustibles fossiles, donc 3 ou 4 à la déforestation, ça dépend des années, et quand même une partie, à peu près 5%, c'est-à-dire d'ordre de 2 milliards de tonnes liées à la fabrication du ciment. Là, c'est des choses qui vous sont plus familières. Donc, voilà. Donc, il faut ajouter 10 milliards de tonnes à peu près, si on veut parler en équivalent CO2, c'est-à-dire tenir compte des autres gaz à effet de serre. 52 milliards en 2020. Si on ne fait rien, disons, ne rien faire, on va regarder en 2030. Si on ne fait rien, on pourrait aller vers 65-70 milliards de tonnes. L'accord de Paris, le problème de l'accord de Paris, c'est que l'ambition est tout à fait haute, élevée, mais les engagements ne sont pas à la hauteur de l'ambition. Finalement, comme on a demandé aux pays ce qu'ils pouvaient faire, voilà ce qu'ils ont proposé. Il n'y a aucune raison que les engagements soient compatibles avec les objectifs. Et c'est le cas. Malheureusement, les engagements de l'accord de Paris nous emmèneraient vers 55 milliards de tonnes à horizon 2030 et au moins 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Et c'est quelque chose d'important, de trop important pour qu'on puisse s'y adapter sans difficulté. 2 degrés, il faudrait passer à 40 milliards de tonnes en 2030 et pratiquement divisé par 2 pour 1,5 degré. Les engagements de l'accord de Paris, s'ils étaient tenus, et on n'est pas sûr qu'ils le soient, parce que par exemple des pays importants comme les États-Unis, le Brésil sont probablement en train de quitter l'accord de Paris, d'autres pays traînent des pieds, on peut parler de l'Australie, la Russie. Donc même si les accords étaient tenus, les engagements étaient tenus, eh bien ça commence en 2020, on n'a pas encore commencé, on a déjà du retard en France, j'y reviendrai, eh bien ça nous ferait faire qu'un tiers du chemin par rapport à 2 degrés en termes de réduction, 1/5 du chemin par rapport à 1,5 degré. Alors, pour voir un peu les actions qui pourraient être faites, qui pourraient être engagées, eh bien, je pense que c'est bien d'avoir une notion de la façon dont nous émettons les gaz à effet de serre. Ça, c'est pour la France. Donc voilà, la mobilité est la contribution la plus importante. Donc, ce n'est pas la dernière année, ça peut évoluer d'une année à l'autre. Ensuite, il y a trois volets autour de 20%, l'habitat, l'industrie, l'agriculture. Ensuite, l'énergie à 13%. Et les déchets, c'est une classification tout à fait conventionnelle du type d'émission. Pour l'habitat, qui vous intéresse plus, disons tous, la construction, il y a un chiffre qui me marque. Actuellement, si on se place au niveau planétaire, il y a 3 milliards, il y a à peu près 3 milliards d'urbains, donc à peu près la moitié de la population. Si on va à 10 milliards d'habitants, les gens envisagent à peu près les 2 tiers de la population dans les villes en 2050, 10 milliards d'habitants, c'est-à-dire que la population urbaine sera multipliée par 2. 2 fois plus de personnes, 2 fois plus de... Donc, le point, c'est que pour construire les logements pour ces 3 milliards supplémentaires d'habitants dans les villes, rien que pour la construction, la seule construction de ces villes utiliserait de l'ordre de 500 milliards, 600 milliards de tonnes contribuerait à l'émission de 600 milliards. C'est-à-dire, la seule construction de ces villes, si on ne modifie pas
les méthodes de construction, sans parler après de tout ce qui s'y passe, hein, nous emmène irrésistiblement entre 1,5 et 2 degrés. Il nous fait prendre un bon demi-degré, voire près de 1 degré. Et il faut bien avoir ça en tête, donc c'est pour dire que chaque territoire d'activité a des leviers très importants. En particulier, il faut absolument changer les modes de construction. Si on continue sur les modes de construction actuels, c'est clair que cette seule construction. Donc c'est un chiffre qui est important. Donc je ne veux surtout pas, bien sûr, mais je crois que c'est important de les avoir en tête quand même, c'est donc cette nécessité à la fois, donc on attend beaucoup du secteur de la construction, on attend beaucoup donc au niveau des matériaux, et quand on regarde, disons justement, la loi sur la transition énergétique, hein, donc les moins 40% à horizon 2030, voilà, on attend beaucoup aussi de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, voilà, donc de l'isolation. Il faut absolument porter un regard sur le bâtiment ancien. Les bâtiments neufs sont quand même de meilleure qualité. Au moins, je suis sûr que ceux que vous construisez ou vous participez. Mais voilà, c'est important. Là, disons, c'est un secteur extrêmement important par rapport à ceux dont nous allons discuter aujourd'hui. Alors maintenant, qui fait quoi, qui doit faire quoi? Effectivement, l'État a un rôle à jouer. L'État a un rôle à jouer, mais l'État, son rôle, c'est d'avoir, disons, de participer à la construction d'accords ambitieux, mais aussi de mettre en place des lois pour décliner au niveau national. C'est le cas de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et donc la nouvelle loi énergie-climat avec des objectifs ambitieux. Mais la réalité, c'est que ça ne se passe pas au niveau régional, au niveau national. Tout se passe. Quand on va parler d'impact du réchauffement climatique, ils sont différents d'une région à l'autre, de solutions, d'adaptation. L'adaptation est indispensable. C'est au niveau des régions, des élus régionaux que ça se passe. C'est très clair. Quand on va parler d'habitat, de transport, vous voyez, y compris d'industrie. Voilà. Donc il y a aussi la France est ambitieuse, hein, neutralité carbone en 2050, c'est ce qu'il faut faire. Les textes sont très bien, mais on a déjà du retard. Alors, tout le monde est concerné. Hein, donc, bien sûr, quand on va parler d'efficacité énergétique, c'est tous les secteurs, toutes les entreprises qui sont concernées par cette efficacité énergétique. Bien sûr, le mix énergétique, on doit évoluer le plus rapidement possible vers un mix de moins en moins carboné. C'est pas si simple. En France, il y a toujours pas mal d'électricité sur le nucléaire. Moi, je suis assez en phase avec la loi, mais il y a vraiment un besoin de développement très fort des énergies renouvelables. Ça me semble, on ne peut pas y échapper. En particulier, il y a des objectifs qui sont inscrits dans la loi, 32% ou 33% maintenant dans la nouvelle loi climat-énergie. Voilà, donc ça, c'est aussi très important, mais on n'échappera pas à un peu de sobriété, sinon beaucoup. C'est-à-dire que l'efficacité, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, ça c'est bien. Il faut quand même souligner que dans la loi, il y a, disons, l'objectif de diviser par 2 notre consommation énergétique à horizon 2050. Donc, c'est pas si simple, mais la sobriété, c'est faire attention à ce qu'on fait. Et si on n'a pas un peu de sobriété, on parle d'un mode de développement sobre en carbone. Le mot est là, mais c'est pas suffisant. Ensuite, la solidarité, évidemment, entre pays, entre générations, elle est indispensable. Et donc, pour terminer sur... Laura nous a effectivement tendu la perche pour terminer sur aussi, sur ce qui donc le dernier volet, ce qui nous a beaucoup intéressé, ce qui m'a beaucoup intéressé au niveau des dernières années, depuis 4-5 ans, et effectivement à travers ce livre pour éviter un chaos climatique et financier avec Pierre Larotouroux, hein, qui est vraiment moteur, c'est cette idée qu'il faut aussi investir. Hein, si on veut réussir la transition, en gros, nous sommes partis des chiffres de la Cour européenne des comptes. Il faudra investir un peu plus de 1 000 milliards chaque année dans des actions qui s'inscrivent dans la lutte contre le réchauffement climatique et ou l'adaptation, 1 milliard chaque année. Alors il y a déjà des sommes importantes qui sont investies, mais bon, si on parle en termes d'investissement supplémentaire, ça dépend des pays européens, mais c'est entre 1 et 2%. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on retrouve en France dans la stratégie nationale, les chiffres qu'on retrouve dans la stratégie nationale bas carbone. Actuellement en France, on estime qu'il y a 40 milliards chaque année d'investissements qui s'inscrivent dans cette dynamique de lutte contre le réchauffement climatique d'adaptation. Il en faudra jusqu'à probablement 80 pour réussir cette transition énergétique. C'est très clair, donc il y a besoin d'investissement.
Il y a différentes façons de le faire. Des collègues comme Alain Grandjean, d'autres proposent que, alors en gros, ce serait peut-être pas loin de 2% supplémentaires, mettre ces 2% d'investissement supplémentaires en dehors des critères des 3%. Aussi des collègues comme Jean-Charles Ourcade qui proposent simplement pensent que des garanties étatiques par rapport à ces investissements seraient suffisantes, avec un effet de levier important. Avec Pierre Laroutourou, nous avons effectivement proposé la création d'une banque européenne pour le climat et la biodiversité, aussi d'un fonds européen dédié de l'ordre de 100 milliards chaque année, 100 milliards d'euros chaque année, dont une partie serait d'ailleurs dirigée vers le développement de l'Afrique. C'est un peu le contexte. Donc voilà, quand on regarde cette transition, si on veut diviser par deux entre 2020 et 2030, déjà, c'est très difficile, c'est difficile à imaginer qu'on le réussisse, mais il faut faire le maximum. Et il faut aussi avoir une force d'entraînement, et c'est quand même un peu ce sur quoi je voulais terminer. Réussir cette transition, cette métamorphose, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est l'affaire qui est synonyme de dynamisme économique. Ce n'est pas le contraire. Cette transition, elle est indispensable. Les premiers qui la feront la plus rapidement, la plus complètement, seront gagnants économiquement. Peut-être pas. La transition, c'est toujours difficile. On arrête des choses. En France, réussir la transition, on estime que c'est entre 600 000 et 900 000 emplois nets, nouveaux. Il y a aussi des suppressions, 6 millions au niveau de l'Europe. Et c'est quand même enthousiasmant pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que finalement, la réussir, c'est beaucoup d'inventivité, de recherche aussi. Je suis chercheur avant tout, d'innovation. Alors, pas que d'innovation technologique, d'innovation sociale, aussi sociétale, c'est très clair. Voilà, donc c'est une véritable métamorphose. Et merci à Laura d'avoir, parlé de ce thème et d'avoir organisé cette matinée autour de ce thème de la métamorphose. Merci beaucoup. Moi, j'ai été enchanté par cette session. Il y a quelques intervenants que je connaissais déjà, d'autres pas du tout. Monsieur Caron, notamment, m'a beaucoup impressionné avec toutes ces initiatives. Et je pense que ça va aboutir sur plein de nouveaux projets, donc j'espère en faire partie.